Installez-vous confortablement, barricadez vos portes, éteignez vos lumières et découvrez ces légendes aussi intrigantes qu'horrifiantes. Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo. Ce soir, je vais vous raconter 3 histoires paranormales. On commence par la première histoire. Rêve, cauchemar ou réalité? J'ai eu un rêve, ou plus comme un cauchemar, mais c'était réel. J'étais dans une maison, avec ma sœur aînée et une petite fille. Sa mère venait de rentrer pendant que son père préparait ses affaires. Je précise que je ne connais pas du tout cette famille dans la vraie vie. Je n'ai pas reconnu leur visage. La petite pleurait parce qu'elle avait cassé ses sandales et voulait ses autres chaussures. Alors je suis sortie dans le salon. Mais quand j'ai voulu regarder dans la boîte à chaussures, j'ai entendu la voiture jouer gronder. Alors je me suis retournée pour voir si la fille jouait actuellement avec. Mais en me retournant, la voiture était en l'air. Et elle s'est soudainement jetée sur moi avec une force inconnue. Je l'ai attrapée alors qu'elle se ruait vers ma poitrine, mais je ne pouvais pas la jeter. La force derrière elle était le chaos pur. Elle m'a attaquée. En tant que musulmane, j'ai commencé à réciter, alors que j'égalais cette force invisible. J'ai récité de nombreuses fois, tellement de fois que je mangeais mes mots, j'oubliais de les compléter, je me perdais, mais je suis restée forte. C'est comme si la chose qui m'attaquait voulait que je m'évanouisse, parce que ma vue devenait floue. J'avais l'impression que mon âme glissait hors de moi. Je voulais dormir. Pourtant, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas laissé gagner. Je ne l'ai pas laissé me prendre. J'ai traversé la faiblesse qu'elle m'a fait avoir pendant un moment, et j'ai continué à réciter, à réciter, à réciter, jusqu'à ce que je puisse l'enlever et commencer à battre la voiture. Mais mes mouvements étaient lourds et difficiles. À ce moment-là, j'étais par terre, le dos contre le mur. Et alors que je tournais la tête, il y avait un homme debout juste à côté de moi. Cela a eu un effet bombe, parce que j'ai commencé à réciter encore plus si c'était possible sur le moment. Je ne pouvais pas voir à quoi ressemblait l'homme, car ma vue était encore un flou intense, mais je pouvais dire qu'il avait une veste en cuir noir et des vêtements noirs. Maintenant, à ce stade, je suis épuisée. Je ne sais pas si l'homme veut m'aider ou non, car son attention semble être sur la voiture et non sur moi. Mais je continue à réciter. Sur le point de m'évanouir, j'ai continué à réciter. Ma langue se sentait si lourde que je ne pouvais pas parler. J'ai continué à réciter. J'ai continué à réciter jusqu'à ce que je me réveille enfin. Mais je n'ai pas bougé. Il m'a fallu 1 minute pour me rendre compte que j'étais réveillée. Et quand j'ai compris, j'ai continué à réciter. 1 fois, 2 fois, 3 fois, et encore, jusqu'à ce que je me sente assez en sécurité. Je précise que pour les non-musulmans, la récitation est un verset qui éloigne les djinns de nous. Les djinns, ce sont les entités, les fantômes, etc. Alors, moi, je dirais que c'est un cauchemar qui t'a paru réel, parce que, déjà, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il se dit qu'on ne rêve que de visages qu'on a rencontrés dans la vraie vie. Donc, même si tu n'as pas reconnu leur visage, je pense que tu as dû croiser ces personnes dans la rue et que ton esprit a fait un amalgame avec tout ça et tu as fait ce cauchemar. Voilà. On va donc passer à la seconde histoire. Le bûcheron dans les bois. Salut à tous, moi c'est Maëlle, j'ai 19 ans et mon histoire se déroule il y a environ 5 ans. Il y a beaucoup d'explications possibles, mais je ne sais toujours pas actuellement laquelle est vraie. Petite mise en contexte. J'ai toujours été quelqu'un d'intrépide, de très curieux et qui n'a pas peur facilement. Ça a son importance pour l'histoire. De plus, j'habite à l'île de la Réunion depuis que je suis née. Et depuis mes 9 ans, mes parents me mettaient dans des colonies de vacances assez souvent car j'adorais ça. Se faire de nouveaux copains, les histoires au coin du feu, les activités tous les jours, et tout ça pendant une semaine, c'était incroyable. PS, les habitants de la Réunion sont multiculturels. Dans un même quartier, tu peux retrouver un chrétien, un musulman, un juif, un bouddhiste et un hindou. Tout ça pour dire que toutes les cultures sont acceptées et respectées. Ils ont donc un rapport assez spécial avec les esprits, et en découlent certaines coutumes propres à la Réunion qu'ils respectent à la lettre. Bref, c'était en 2018, j'avais donc 14 ans, et je commençais à être assez grand, entre guillemets, pour aller en colonie,
même si ça me plaisait toujours autant. Donc je savais que c'était mes dernières années et qu'il fallait que je profite à fond. La tranche d'âge était d'environ 11-15 ans. Le camping où avait lieu la colonie était le même chaque année. Pour ceux qui ne connaissent pas la Réunion, je vais vous le décrire. C'était un grand camping où chacun, s'il avait loué sa place, pouvait venir et poser sa tente. C'était donc quelque chose de sécurisé. Ce camping était situé à l'étang Salé, une destination très touristique car la plage est magnifique. Donc ce camping n'était même pas à 2 minutes de marche de la plage. Mais autour du camping, il y avait quand même une forêt. Pas une forêt comme dans les Hauts, avec des arbres luxuriants immenses, avec un environnement humide, mais plus un environnement sec, avec souvent le même type de végétation, car c'est difficile de s'adapter dans cet écosystème. Je vous raconte ça, pas pour vous faire la présentation de la faune et de la flore des bas de la Réunion, mais pour vous dire que ceux qui venaient dans cette forêt, c'étaient des gens qui voulaient faire des footings et qui donc ne s'aventuraient jamais au-delà des sentiers. Maintenant, place à l'histoire. On était le samedi soir. Le dimanche, on devait rentrer chez nous, donc j'étais un peu triste. Le moniteur avait donc décidé de finir en beauté en faisant le cocktail que tous les amoureux de camping adorent. Jouer au loup-garou, plus chamallow grillé, plus histoires qui font peur. On n'était que les grands ensemble, 14-15 ans, et les petits étaient dans leur tente en train de dormir. Depuis la semaine, une jolie fille m'avait tapé dans l'œil et on s'entendait incroyablement bien. On ne faisait que rigoler. De plus, j'avais trouvé 2 garçons qui aimaient bien faire des bêtises comme moi. C'était donc un moment incroyable que je n'oublierai jamais. Le moniteur commença à raconter une histoire. D'après ce qu'on dit, un bûcheron traîne dans les bois à côté du camping. C'est un tueur en série totalement fou qui a tué sa famille à coups de hache. Il porte un t-shirt rouge, une salopette avec une bretelle qui ne tenait plus, et des vieilles chaussures de chantier qui font comme un bruit de crâne qui s'écrase contre le sol quand il marche. La police a cherché partout dans le bois, mais ils ne l'ont jamais retrouvé. Certains disent qu'il n'a jamais existé et que c'est juste un esprit qui punit les intrus s'égarant du chemin initial. Quelle légende incroyable, n'est-ce pas? 1h30, 2 heures après, il était donc 22h. La soirée continue et le moniteur, voyant qu'on était très passionné par le fait de se faire peur, nous demande si on voulait aller se balader dans la forêt pour être encore plus dans l'ambiance, pour bien clore la soirée. Il ne fallait pas nous le dire 2 fois, on accepta directement. Sauf que les autres avec nous ne voulaient pas tous venir. On était donc 6 en tout. Nous suivîmes notre moniteur et il nous emmena à l'entrée d'un chemin qui s'enfonçait dans la forêt juste à la sortie du camping. Une fois entré, la peur commençait à monter petit à petit et ça devenait de plus en plus excitant. On s'enfonça dans ce chemin et au bout d'un peu moins de 10 minutes de marche, on arriva devant un tunnel qui faisait environ 20 mètres de long et 5 de large et qui était en contrebas d'une route. Ce tunnel permettait donc de laisser passer les voitures d'au-dessus, comme un support, et par la même occasion de laisser passer les promeneurs pour ne pas qu'ils aillent sur la route. Comme ce tunnel était assez petit, on voyait parfaitement la sortie. On décida donc de rentrer dans ce tunnel, et au bout de même pas 3 mètres, notre moniteur qui était en tête dit très calmement et doucement « Stop, les enfants !» Donc, soif d'adrénaline, j'avançai à la hauteur du moniteur pour regarder. La lune éclairant bien ce soir, en effet, il y avait quelqu'un, de dos, debout, et qui regardait le ciel. C'était un homme très grand, au moins 1m95, assez musclé, et avec un long pantalon. C'est tout ce qu'on arrivait à distinguer d'aussi loin. On décida donc, après une dizaine de secondes, à s'approcher. On était maintenant à la moitié du tunnel, et l'homme n'avait toujours pas bougé. Et cette fois, on arrivait à distinguer qu'il tenait quelque chose. Je me suis dit, on va pas lui faire peur à s'approcher plus, s'il nous découvre en train de s'approcher doucement de lui. Il pourrait être surpris et mal l'interpréter. Donc là, j'analyse la situation. Il y a mes potes, mon moniteur, d'autres ados, et surtout, l'élu de mon cœur. Je décide donc, pour l'impressionner, de crier assez fort. « Bonsoir, monsieur, on veut juste passer. Excusez-nous pour le dérangement. » Tout le monde me regarda, et le moniteur me lança un regard noir. L'homme ne bougeait pas, donc je pensais qu'il ne m'avait tout simplement pas entendu. Je dis donc « Bonsoir, monsieur, ça va ?» Et là, il se retourna sans me laisser finir. Cette vision restera gravée à vie dans ma mémoire. Il portait un t-shirt rouge, avec une salopette qui n'avait qu'une seule bretelle, et ce qu'il tenait n'était rien d'autre qu'une hache. Et il dit d'une voix rauque « Bonsoir, Maëlle. »
À ce moment-là, ne sachant plus quoi faire, je regardais mon moniteur. Il était pétrifié, et il nous dit doucement, à mon signal, courez le plus vite possible vers le camp, les enfants. J'ai directement fait le lien avec l'histoire qu'il nous avait racontée 2 heures avant. Mon cœur commençait à s'emballer. Comment connaissait-il mon nom? Que faisait-il planté là dans les bois? Ça ne faisait même pas 10 secondes que le bûcheron s'était retourné, mais pour moi ça faisait une éternité. Cependant, lui, l'homme ne bougeait pas. On était donc là, planté devant un homme avec une hache. Donc, instinctivement, tout le monde se mit à reculer pas à pas, et d'un coup le moniteur cria « Courez, les enfants !» Et là, je crois que je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. J'avais l'impression que quelque chose nous poursuivait. On s'était éloigné du tunnel en une fraction de seconde, mais on entendait quand même résonner un bruit très étrange qui provenait du tunnel et qui allait de plus en plus vite. Comme si on écrasait des os avec son pied. Je me suis tout de suite rappelé de ce qu'avait dit le moniteur et je courus encore plus vite. Une fois avoir couru comme si ma vie en dépendait, on arriva enfin au campement. On se regroupa tous, la moitié était en train de pleurer, et d'un coup on entendit un énorme rire venant des bois qui nous transperce tous. Le moniteur nous dit d'aller dans nos tentes et qu'il va appeler la police. Bien évidemment, nous n'avons pas dormi de la nuit, et je n'ai même pas réussi à conclure. Voilà, c'est la fin de mon histoire. Alors, est-ce que c'était un esprit, un tueur en série, ou tout simplement l'autre moniteur qui nous faisait une blague? Alors, en effet, l'hypothèse des moniteurs peut être une hypothèse assez valable. Ça se peut que dans le cadre de vous faire peur, dans le cadre de vos histoires au coin du feu, ça se peut que ton moniteur ait dit à un autre moniteur d'aller dans ce tunnel et de faire semblant que lui aussi est le tueur en série. Mais bon, peut-être que dans la peur du moment, tu ne l'as pas reconnu, mais ça me semble quand même assez étrange parce que tu dis qu'il est assez grand, 1,95 m. Je pense qu'un moniteur de cette taille-là, ça se reconnaît assez facilement. Est-ce que c'était un esprit? Est-ce que c'était le tueur en série? Peut-être, peut-être pas. J'ai pas assez d'éléments pour conclure. Nous allons donc passer à la 3e et dernière histoire. Pour cette dernière histoire, je vous invite à regarder l'écran, car je vais mettre un trigger warning. Un autostoppeur flippant. Je faisais régulièrement du stop et ça avait toujours inquiété ma maman. Elle m'a raconté il y a quelques mois sa première et dernière expérience en stop, dont elle n'avait jamais osé me parler. C'était il y a plusieurs années. Elle voulait rentrer chez elle. Un homme s'est arrêté et elle est montée. Sur la route, il lui dit qu'il doit prendre un ami en passant. Le mec tourne sur une petite route et arrive finalement dans un endroit isolé. Il s'arrête près d'un buisson et dit à ma maman « Un trajet, ça se paye ». Il lui fait comprendre ce qu'il veut. Ma maman était terrifiée, mais elle n'a pas perdu le nord. Elle a inventé qu'elle comprenait, que c'était normal, qu'elle en avait super envie elle aussi. Elle lui a dit qu'elle était nympho. Elle a regardé l'endroit et il lui a dit dégoûté. Par contre, on va quand même pas faire ça ici. Mes parents travaillent et je suis seule jusqu'à 21 h. On peut plutôt aller chez moi. J'habite pas très loin. Le mec qu'elle m'avait décrit comme un peu bête accepte et fait demi-tour. Ma maman l'a fait se parquer non loin du poste de police sans qu'il le sache et elle lui a fait remarquer qu'il devait payer le parking. Pendant qu'il payait, elle a tapé son meilleur sprint jusqu'au poste. Évidemment, le mec n'était plus là et ils ne l'ont pas retrouvé. Alors, ta mère a eu beaucoup de sang-froid et elle n'a pas perdu la tête et ça, je pense que ça lui a probablement sauvé la vie. L'autostop, c'est bien et en même temps, c'est pas bien. On ne sait jamais sur qui on peut tomber, que ce soit nous qui fassions de l'autostop ou que l'on prenne quelqu'un en stop. Ça marche dans les deux sens. On peut très bien faire de l'autostop et tomber sur quelqu'un de sympa qui va nous amener à destination ou, comme pour ta mère, tomber sur quelqu'un qui va être mal intentionné, on va dire. Et c'est pareil dans l'autre sens. Quand on prend quelqu'un en stop, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Tu peux tomber sur un dérangé ou une dérangée. Il n'y a pas de distinction de sexe dans ce cas-là. Et tu peux te faire agresser en prenant quelqu'un en stop. Mais c'est vraiment très flippant. Et je sais que moi,
jamais je ne ferai de stop et jamais je ne prendrai quelqu'un en stop à cause de ça justement. Voilà, j'espère que ces histoires vous ont plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.